Yeah, hello. I would like to thank you, Professor Brückmeier, for your invitation and for allowing me to present my work. Yeah, I have been told that I have to prepare it in English. I have prepared it in English in my mind and everything, and now I have to translate in French for our guest, a French guest. I'm happy to do it too. And I will read a few slides, especially hypotheses in English, okay? Because they are very important, and then I will speak in French, of course, okay? Thank you very much. Alors, mon travail tourne autour de la prévention du diabète. Donc, on a expérimenté le NADH sur des rats chez qui on a provoqué le diabète par une dose unique de streptozotocine. C'est un modèle qui existe, qu'on utilise actuellement. Bon, c'était des résultats préliminaires parce que ça fait pas longtemps qu'on a fait l'expérience et bien sûr, il reste à ajuster la dose, c'est très très important. Donc, pour appliquer la thérapie chez l'être humain, vous savez très bien que ça va prendre plusieurs années parce que l'être humain, ce n'est pas un rat, ça c'est clair. Et bien sûr, le plus important, c'est qu'on ait eu des résultats, vous allez voir, qui sont très encourageants. Et on va essayer de donner une petite explication justement à ces résultats en se basant bien sûr sur des faits scientifiques. Alors d'abord, on va présenter le diabète. Tout le monde connaît le diabète, sachant qu'on est en présence d'une audience qui est à majorité formée de médecins. Donc tout le monde sait ce que c'est. Bon, ce qui nous inquiète un petit peu dans cette pathologie, c'est que cette hyperglycémie persistante, donc elle a des effets secondaires, entre autres, vous allez avoir une augmentation du stress oxydatif au niveau du pancréas, ce qui va faire qu'on aura une mort cellulaire, donc la mort de ces fameuses cellules bêta. Et bien sûr, on connaît du point de vue macroscopique les diagnostics, on va avoir justement des macro- et micro-angiopathies, donc avec bien sûr des dysfonctionnements endothéliales qui vont nous donner, comme ça a été cité tout au long de cette journée, bien sûr, la fameuse athérosclérose, bien sûr, et on aura aussi des lésions rétiniennes, des lésions au niveau des néphropathies, bien sûr, dues justement à l'atteinte des micro- et macro-vaisseaux. Et bien sûr, les neuropathies, c'est sans oublier les neuropathies. Donc, pour comprendre le dysfonctionnement, parce que finalement, revenons à la première slide, donc on parle de dysfonctionnement, donc hypoproduction d'insuline, ou un dysfonctionnement qui est dû à un dysfonctionnement des cellules bêta, ou carrément une absence totale de synthèse d'insuline. Donc on a deux types de diabète, vous savez très bien, on a principalement deux types de diabète. Le diabète de type A, qui est insulino-dépendant, qui est généralement la conséquence d'une dégénérescence auto-immune du pancréas. Et on a bien sûr le diabète de type 2, qui est la conséquence d'une résistance à l'insuline. Et avec le temps, ça commence par une résistance à l'insuline qui est asymptomatique, qui peut avoir une normoglycémie et qui peut évoluer vers un dysfonctionnement des cellules bêta et puis une perte de fonction carrément jusqu'à un diabète insulino-dépendant. Et justement, notre but à nous, c'est justement d'intervenir au niveau de la phase qui est asymptomatique et encore plus en avant, en amont, quand on est à peine au début du syndrome métabolique. C'est important. Donc, à partir du profil des personnes, on pourrait savoir si cette personne, il y a le côté génétique, surtout qui est présent dans le diabète de type 2. On peut savoir si cette personne, avec bien sûr sa graisse abdominale qui va évoluer, donc on va voir s'il va développer ou pas ce diabète de type 2. On va bien sûr instaurer un traitement à base de NADH dans le futur cas, peut-être, et en plus imposer à cette personne d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est très important, là, il faut le prendre en considération. Alors, le mécanisme de la synthèse d'insuline, donc c'est très important de savoir que l'insuline, bien sûr, pour la synthétiser, c'est une protéine, donc elle a besoin bien sûr d'activer un gène au niveau nucléaire, elle a besoin d'énergie pour être synthétisée, elle a besoin d'être stockée au niveau du cytoplasme, et aussi elle a besoin d'être relarguée ou exportée vers l'extérieur au moment voulu, au moment où on en a besoin. Quand est-ce qu'on a besoin d'insuline? C'est en postprandial, généralement, quand on a de l'hyperglycémie. C'est très important. Alors, vous remarquez ici qu'il y a des signalisations cellulaires qui sont activées. Donc, quand vous avez du glucose qui est ingéré, parce que vous avez une hyperglycémie, il doit rentrer carrément au niveau du pancréas. Donc, il va alerter la cellule pancréatique pour lui dire, écoutez, il y a du
sucre dans le sang. Donc là, il faudrait ameuter le corps pour lui dire, écoutez, vous avez du sucre dans le sang, vous devez faire rentrer ce sucre au niveau des organes, insulino-dépendant bien sûr, pour avoir de l'énergie, sinon il va être toxique dans l'organisme. Alors le glucose va passer par des récepteurs spécifiques qu'on appelle les GLUT2, qu'on trouve spécifiquement au niveau pancréatique. On peut trouver au niveau d'autres organes, au niveau du foie, au niveau du muscle aussi. Il y a un autre récepteur, c'est le GLUT4. Alors ce récepteur va activer bien sûr et faire rentrer le glucose. Il va subir une glycolyse, la fameuse glycolyse qui va être activée par le NAD+, la forme oxydée du NADH, et qui va se transformer en pyruvate. Bien sûr, à la fin, je vais avoir du NADH qui va être transporté dans la mitochondrie, c'est très important. Bon, c'est pas lui qui va être transporté, c'est les électrons, donc c'est un transporteur d'électrons qui va être transporté dans la mitochondrie par l'intermédiaire de navettes spécifiques. On les appelle les navettes mitochondriales. Alors, ces navettes vont permettre aux électrons de pénétrer à l'intérieur de la mitochondrie, d'alimenter justement ces fameux complexes. Ça va du complexe 1, 2, 3, 4, 5. Le plus intéressant, c'est le complexe 1. Le deuxième, FADH+, qui va alimenter ce qu'on appelle le Q10, pour justement transformer des électrons vers le complexe 3, le cytochrome par le complexe 3, et ensuite vers l'ATP synthase. Donc, ATP synthase, c'est le fameux complexe 5 qui permet justement, à travers ce flux de protons qui est généré par justement ces électrons qui sont à chaque fois, qui passent à chaque fois d'un complexe à un autre, on a un flux d'électrons qui va être généré et qui va permettre l'activation de cette ATP synthase ou ATP synthase. Cette ATP synthase va permettre justement la formation d'ATP, ce qu'on appelle communément l'énergie cellulaire. Okay. Revenons à notre insuline. Justement, cette énergie cellulaire, elle va permettre de s'activer, etc. Donc l'énergie est très importante. Une cellule ne survit que si elle a suffisamment d'énergie. Donc une fois que l'insuline est synthétisée, qu'est-ce qui va se passer? Elle va rester dans le cytoplasme, mais quand est-ce qu'elle est libérée? Elle est libérée par justement ce glucose qui rentre. Et comment? Et bien justement, on a remarqué que l'insuline n'est libérée que quand il y avait une concentration assez conséquente de calcium à l'intérieur du cytoplasme. Alors, quand est-ce qu'on a une concentration assez importante de calcium au niveau du cytoplasme? C'est quand on veut activer un mécanisme. Le calcium est toxique pour la cellule. Et paradoxalement, il est plus concentré à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur. Donc, il va rentrer passivement de l'extérieur par phénomène de diffusion et il va être relargué vers l'extérieur. Sinon, il va activer des protéases et toutes les cascades qui ne devraient pas de signalisation qui ne devraient pas être activées dans les cas physiologiques tout le temps. Attention, il ne faut pas oublier que le calcium est un excellent second message. C'est quoi un second message dans une signalisation cellulaire? C'est un message qui va amplifier la réponse à partir d'un récepteur. J'ai un activateur amidon, ça peut être une hormone, ça peut être un facteur de croissance, ça peut être un médicament, parce que finalement ils vont utiliser la même voie. Ils vont se fixer sur un récepteur membranaire spécifique. Et puis après, ils vont activer une cascade de signalisation. Ce message va être amplifié afin de répondre, pour avoir une réponse. La réponse, généralement, elle va se solder par une activation d'un gène. Okay. Donc je vais transcrire le message. Donc je dois lire un gène qui se fait par l'intermédiaire de facteurs nucléaires. Le plus connu, vous le connaissez tous, je pense, c'est le NF-κB, un facteur nucléaire qui est activé dans les cas inflammatoires. Okay. Donc, dans notre cas, ce qui va se passer, on va avoir une entrée du calcium parce que quand la dictée, pardon. Alors, là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce calcium, justement, quand il va pénétrer grâce à ces canaux calciques, par l'intermédiaire de cette ATP, cette énergie qui a été générée, donc l'ATP va stimuler la fermeture des canaux de calcium et va permettre justement l'entrée de calcium. L'entrée de calcium. Et l'entrée de calcium, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va activer justement la libération d'insuline. Donc il y a beaucoup d'articles qui parlent du rôle direct de NADH
avec la libération du calcium. Alors le calcium, il est au niveau de la cellule, il est stocké dans le réticulum endoplasmique, comme il peut rentrer de l'extérieur. Donc, il y a des papers qui disent que le NAD+, donc la forme oxydée, va permettre justement l'ouverture de ces canaux calciques. Donc, ils vont permettre l'entrée du calcium de l'extérieur et de l'intérieur, alors que le NADH, il a un effet direct sur le réticulum endoplasmique. Donc, il va, si vous voulez, activer une molécule spécifique qui est la IP3. IP3, c'est aussi une kinase. Donc, si vous voulez, c'est une protéine qui doit activer les signalisation cellulaire. On parle de phosphatase et de kinase pour les éléments. Kinase, ça phosphoryle. Et quand on phosphoryle, on active ou on inactive, tout simplement. Donc, la preuve est que le NADH a un rôle direct sur la libération de calcium intracytoplasmique. C'est ce qui fait que dès que vous avez du glucose qui sort, qui rentre, vous avez une libération d'insuline, immédiatement. Donc, c'est le stock d'insuline qui existait au niveau de la cellule qui va sortir immédiatement. Alors, je vous raconte tout ça parce qu'après, je vais vous expliquer quelque chose, tout simplement. Donc, on passe à la suite. Donc, concept of NADH mitochondrial shuttle. Donc, le NADH, la navette de NADH shuttle coupled glycolysis to activation of mitochondrial ATP production and insulin secretion. Donc, c'est un concept qui est très clair. Donc, le fait qu'il y ait une navette mitochondriale, ça permet la production d'énergie. Donc, cette navette est en relation directe avec justement la glycolyse, donc qui est du pyruvate, tout simplement, et je vais à la fin générer de l'énergie qui est nécessaire pour l'ouverture des canaux calciques et la fermeture des canaux potassiques, et bien sûr la libération d'insuline immédiate d'insuline. C'est important. Alors, pour le traitement actuel, bon, dans notre pays, on utilise ce qu'on appelle la metformine. Donc là, j'ai fait un tableau que je vous montrerai rapidement tout à l'heure, on va pas s'attarder dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que le traitement, bien sûr, vous savez très bien, quand il s'agit du diabète de type 1, on va donner de l'insuline par injection. Et quand il s'agit du diabète de type 2, alors ça dépend. Alors, maintenant, on donne de la metformine, hein, généralement. Bon, je n'ai pas tellement ce traitement, je ne suis pas médecin, mais je ne suis pas tellement pro-médicament. Donc, si on prend en considération que c'est réversible, hein, les premiers stades, pourquoi donner de la metformine? Alors, on peut encourager le patient à faire de l'exercice physique, à avoir une hygiène de vie qui est meilleure. Donc, pour éviter justement d'avoir les effets secondaires hein, de cette metformine, où il est rapporté dans beaucoup d'articles, que justement, ça va donner une insulte, une inflammation pancréatique, entre autres, sans oublier les pathonéphrologies. Ok? À long terme. Donc, nous, on voulait bien sûr utiliser, là, vous avez les biguanides, hein. Généralement, c'est le médicament qu'on utilise chez nous en Algérie, et puis c'est universel, hein, universel pour le moment. Il y a d'autres traitements aussi, bon, je ne m'attarde pas dessus. Alors là, c'est en fonction de according to World Health Organization, the number of people with diabetes has risen from 108 million in 1980 to 422 million in 2014. Vous voyez que le chiffre est extraordinaire. Comment est-ce que les gens, maintenant, finalement, ils tombent plus souvent malades du diabète? Et c'est quelque chose, et c'est le cas des maladies métaboliques, hein. C'est très bien le cardiovasculaire, le respiratoire, et bien sûr, vous avez bien sûr les maladies métaboliques en général, le diabète de type 2. Okay? Là, ce qui est intéressant, je passe sur les détails, mais il y a un cas très intéressant, est-ce que je voulais vous faire lire alors, l'Organisation mondiale de la santé, elle projette hein, que en 2030, le diabète va être la 7e cause de létalité dans le monde. C'est quelque chose quand même d'extraordinaire. 2030, ça veut dire que ça va crescendo. C'est une maladie qu'on ne peut pas éviter pour le moment. Ce qui est extraordinaire, je passe à autre chose. Je vous dis, généralement, quand on est habitué à manger mal quand on est petit, c'est très difficile de passer à notre régime alimentaire. Donc c'est la mémoire gustative, ce qu'on appelle la mémoire gustative. Donc on ne peut pas demander aux personnes de passer à autre chose, d'autant plus que leurs souvenirs leur rappellent un bien-être. Donc c'est pour ça que ça monte crescendo. Et je pense que c'est pour ça qu'il est intéressant de travailler dessus. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dessus, surtout pour trouver un traitement qui est radical. Alors, le NADH. Maintenant, la problématique de notre travail.
Alors, d'après les études qui ont été faites auparavant, on a assigné déjà un rôle hypoglycémien au NADH. On sait qu'il a un rôle hypoglycémien qui baisse la glycémie, le donne de bons résultats chez des patients qui souffraient de diabète ou de type 2. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, qu'est-ce qu'il fait exactement ce NADH? C'est de l'énergie, tout le monde dit que c'est de l'énergie, mais qu'est-ce qu'il fait? Okay. Donc là, il fallait savoir à quel niveau il va agir au niveau cellulaire. Donc, on a fait des études préliminaires sur l'effet curatif, mais là, on n'a pas encore ajusté le modèle expérimental. Il y a un problème avec le NADH, c'est qu'il s'oxyde très vite à l'air. Donc là, il faut encore manipuler le NADH, donc on est en train de manipuler le NAD+. Ça n'a pas exactement le même effet, c'est-à-dire surtout dose de bonne. Nous, notre but, ce n'est pas d'utiliser des doses qui sont extraordinaires, comme la nicotinamide. Donc il faut utiliser de fortes doses pour avoir un effet similaire. On veut avoir des doses thérapeutiques qui n'ont pas d'effet secondaire. Et les effets secondaires n'apparaissent que dans une vingtaine, trentaine d'années. Donc on va en parler immédiatement. Donc si on arrive à prévenir la maladie et qu'on arrive à instaurer un traitement à court terme, on pourrait dire quand même qu'on est arrivé à trouver une thérapie qui n'a pas d'effet secondaire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? La question était de comprendre le mécanisme par lequel le NADH va protéger ou restaurer les cellules bêta. Est-ce qu'il va les protéger seulement, donc arrêter le processus, ou est-ce qu'il va permettre la régénération de ces cellules? Et si c'est le cas, comment il va permettre la régénération? Est-ce que c'est par simple réplication ou par la néogénèse? Bon, ça c'est des réponses, des questions auxquelles on va répondre dans les études. Les études qui vont venir plus tard. Parce qu'on met en évidence ces paramètres, il faut mesurer, bien sûr, des protéines assez spécifiques, ou des protéines intermédiaires assez spécifiques au niveau de la cellule. Alors, il y a la première hypothèse, NADH and insulin secretion. Je vais le lire en anglais parce que j'ai mis un temps fou pour être ça. Je vais lire, ensuite I will translate in French, okay? Alors, if exogenous NADH mediates a boost in energy production in a normal or hyperglycemic environment, it will probably restore the NAD+ cytoplasmic pool, coping with the glycotoxic environment, responsible for imminent DNA breaks and subsequent clock activation. Donc là, ce qui est intéressant, donc là, moi j'ai commencé mon analyse pour voir NADH, bon, d'où il vient, et pourquoi est-ce qu'il a un effet direct, alors qu'avant on parlait de NAD+, et on sait que le NAD+, finalement, il est produit par la nicotinamide, et vitamine B3. Donc là, trouver la relation, c'est quoi exactement? C'est essayer de voir, est-ce que ce NADH permettait justement de protéger la destruction de l'ADN, d'arrêter carrément limiter la destruction de l'ADN. Alors quand on détruit l'ADN, qu'est-ce qui se passe? Et bien, dès qu'on a des DNA breaks ou des lésions au niveau de l'ADN, chose qu'on observe quand on a du stress oxydatif par exemple, donc une lésion cellulaire tout simplement, donc réversible ou irréversible, ça dépend. Donc quand on parle d'irréversibilité d'une lésion cellulaire, ça veut dire que c'est la mort imminente, mais quand on parle de réversibilité, c'est-à-dire qu'on peut revenir à l'état normal. Donc la réversibilité existe tant qu'il y a possibilité de réparation de l'ADN. Et cette réparation se fait par le PAP. Voilà, c'est une molécule qui existe au niveau du cytoplasme, du nucléoplasme, au niveau nucléaire, et qui est activée quand il y a des lésions nucléaires, qui va réparer le noyau. Le seul bémol à ce niveau-là, c'est que la PAP, elle va consommer beaucoup d'énergie. C'est ça le problème. Donc, pour que le cellule se régénère bien, ou bien se répare bien, il faut qu'elle ait à la base beaucoup d'énergie. Et comme on sait très bien que dans les cas chroniques, ce qui est le cas du diabète, il n'y a pas d'énergie. Il y a très peu d'énergie. Donc comment restaurer? La question, on va la poser après. Alors, le concept de la déplétion en ADN, donc on sait que le NAD+ est le substrat de PARP. Alors si on a une persistance de déficience en énergie, ou un état glucotoxique, comme dans le cas d'hyperglycémie, quand on a une hyperglycémie, on va avoir hyperproduction d'insuline. Si on a hyperproduction d'insuline, on va avoir des radicaux libres. Les radicaux libres sont produits normalement dans l'état physiologique. Mais quand il y a des molécules antioxydantes, dans le cas normal, dans l'état normal de la cellule, on va justement diminuer ou carrément restaurer l'état normal de la cellule en éliminant ces radicaux libres. Dans le cas où il y a une
Donc dans le cas du diabète, qu'est-ce qui va se passer? On a hyperproduction d'insuline, hyperproduction de radicolus, donc on va avoir des lésions de l'ADN, c'est un climat cytotoxique, glucotoxique, cytotoxique. On va avoir donc des ruptures au niveau de l'ADN, on va avoir une hyperactivation de PARP, une diminution de NAD+, et quand on a une diminution de NAD+, on va avoir une diminution de l'ATP. C'est ça le problème. Pas d'énergie, mort cellulaire. Bon, je vous dis mort cellulaire, on va revenir dessus en bas, les cellules vont mourir. Alors la PARP, c'est quoi? Je vais la présenter. Alors la polyadipose polymérase, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est carrément une enzyme qui est activée dans le cas où on a DNA breaks. Bon, là vous avez la translation en anglais. Le seul problème, PARP1 depletes cellular stores of both NAD and is precursor ADP, leading to irreversible cytotoxicity and cell death. Donc on a un petit schéma là qui résume le rôle de PARP. Donc quand on a PARP1 activation and cell death, la première voie, quand on a une activation qui est légère, donc mild activation, PARP1 activation, DNA repair, cell survival. Donc quand on a le PARP, on a très peu de lésions au niveau de l'ADN, on va avoir donc la réparation de l'ADN, la cellule va survivre. Bon, c'est vrai que vous allez me dire, quand on a trop d'inflammation chronique, trop d'exhaustion de l'ADN, on préfère une fois que la cellule meurt plutôt qu'elle se transforme. Parce qu'on va avoir des cancers après. Bon, ça c'est notre rôle. La cellule survit. Ou bien, quand on a un ADN qui ne va pas se réparer, on va avoir beaucoup de consommation d'ATP, de NAD et d'ATP par conséquent. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la cellule va mourir, mais cette fois-ci, elle ne va pas mourir par apoptose, elle va mourir par nécrose. Là, on a cité deux types de mort cellulaire, l'apoptose et la nécrose. Il y en a plein. Vous avez la nécroptose, vous avez la pyroptose. Je les cite parce que dans une même lésion, la seule qui peut être physiologique, c'est l'apoptose. Elle est aussi activée dans des cas pathologiques. Ils n'ont pas les mêmes voies de signalisation. Et bien sûr, l'apoptose, normalement, n'est pas en relation, ne donne pas de réaction inflammatoire. La pyroptose, par contre, et la nécroptose vont donner une réaction inflammatoire. Donc, notre problème ici, toute la question ici, si on devait choisir entre deux morts cellulaires au niveau pancréatique, qu'est-ce qu'on prendrait? On prendrait l'apoptose ou la nécrose? On prendrait l'apoptose. Parce que ça reste une mort propre, en général. Okay? On a des cas où, par exemple, quand on a des lésions qui sont dues à la radioactivité, au départ, vous avez de l'apoptose, et puis il n'y a plus d'énergie parce que les cellules vont mourir. Vous allez avoir early apoptosis, late necrosis. Donc, une apoptose précoce et une nécrose qui vient après parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'énergie. Okay? Alors, le NADH, fields of interest, qu'est-ce qui nous intéresse dans le NADH? Donc, le NADH, il a un rôle, donc, il protège la cellule, ou il permet une régénération cellulaire par réplication ou néogénèse. Alors ça, c'est en faisant ma recherche bibliographique. Donc, l'application, vous savez très bien, voilà, je savais, quand je parle de recherche bibliographique, c'est à propos des cellules bêta. Donc, une cellule se réplique dans l'organisme, ce n'est pas des cellules qu'on appelle les cellules quiescentes, c'est des cellules qui ne sont pas à renouvellement continu. Les cellules à renouvellement continu, c'est des cellules, par exemple, qui sont nouvelles, qui sont à différenciation terminale, qui se renouvellent au niveau de la peau, par exemple, du tube digestif ou des organes du système hématopoïétique. Les cellules quiescentes, par contre, c'est les cellules du foie, les cellules du rein, qui rentrent en multiplication, sauf dans des cas particuliers, par exemple quand il y a une lésion. Bien sûr, sachant que le foie est le centre du métabolisme, c'est normal que les cellules se régénèrent, et on sait très bien qu'une fois par an, toutes les cellules du foie vont se régénérer. Bon, bref. Quand je parle de cellules quiescentes, c'est aussi le cas chez les cellules pancréatiques, les cellules bêta. Ça veut dire que quand ces cellules meurent, je dis meurent, généralement par apoptose, ces cellules vont se diviser par réplication. Ok? Bon, il y a, on fait la relation entre, quand je dis on fait la relation, parce que moi je ne l'ai pas encore fait au laboratoire, donc d'après les papers, ils disent que tant que l'animal, le rat, est jeune, la multiplication des cellules bêta va se faire par réplication. C'est-à-dire que c'est la cellule bêta qui va se diviser carrément. Et quand ils sont plus âgés, ils vont se faire par néogénèse, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la transdifférenciation. C'est des cellules du pancréas exocrines qui vont entrer en division, qui vont donner des
cellules bêta pancréatiques, ou à partir de cellules souches qui se trouvent au niveau du pancréas exocrine, qui vont se multiplier pour me remoduler mon stock de cellules bêta. Ça, c'est une question à laquelle on va répondre plus tard. Pour le moment, on va justement continuer notre raisonnement. Alors, le NADH, qu'est-ce qu'il va faire? On va protéger la cellule, on va initier une régénération. Alors là, le modèle préventif qu'on a fait, c'est la meilleure manière justement de answer this question, ça va de répondre à cette question pour les raisons, les deux raisons principales. Donc généralement, je ne vais pas avoir une destruction massive d'ADN et je vais avoir une restauration rapide en énergie. Donc là, je ne vais pas prendre un modèle déjà qui est diabétique où j'ai un déficit énergétique et tout ça. Alors là, en faisant mon modèle, je vais vous expliquer. Donc je vais éviter qu'il y ait, d'après mon modèle expérimental, une destruction massive de l'ADN grâce à mon production à l'ADH, donc grâce à mon énergie. Et bien sûr, rapporter de l'énergie, éviter cette base massive d'énergie qui est due à la destruction des cellules bêta. Alors le diabète expérimental, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc alors notre diabète expérimental, bien sûr, il a été inspiré de la littérature, on ne l'a pas inventé. Bien que je suis d'avis, surtout travailler sur le diabète de type 2, de donner un régime alimentaire très riche en gras, par exemple en graisse, pour avoir une résistance à l'insuline. Je préfère ce modèle. La streptozotocine, c'est un antibiotique qui est utilisé dans la chimiothérapie, et on a remarqué qu'il avait un rôle important au niveau pancréatique. Il détruisait les cellules bêta du pancréas, et principalement par nécrose. Okay, c'est-à-dire en ajustant la dose, on a ajusté la dose à 45 mg par kilo, alors que dans la littérature, ils peuvent aller jusqu'à 70. On est allé jusqu'à 60, mais c'était létal, c'est pas intéressant. Donc on a un petit peu baissé la dose. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Ce qui est intéressant, c'est sa relation avec la PAC, tout simplement. Alors la streptozotocine va engendrer une hyperactivation de PAC parce qu'elle va activer l'ADN, elle va donc détruire des portions d'ADN, activer la réparation, donc elle va me diminuer le taux de NAD+ et de ATP. Bon, c'est ce qu'on va observer à long terme avec un diabète. D'ailleurs, un diabète de type 1 ne va être révélé que dans une vingtaine d'années avant que les symptômes apparaissent. Le diabète... Et le diabète de type 2, bon, je dis plusieurs années, parce que généralement il est juvénile, donc il touche les petits. Bon, j'avais lu quelque part, mais ça prend plusieurs années avant qu'il apparaisse, des fois asymptomatique. Le diabète de type 2, bien sûr, il y a toujours le syndrome métabolique qui est un prélude. Il nous donne donc le temps, des fois quand on est assez conscient de réagir, quand on est assez discipliné aussi. Donc la streptozotocine va avoir un effet direct sur la PARP, ce qui nous intéresse. Regardez ici. Donc quand on a l'effet de la streptozotocine des cellules bêta, après injection de streptozotocine, on va avoir une mort, donc bêta cell mass reduction, donc la diminution de la masse des cellules bêta. C'est un terme qui va revenir, qui va être récurrent. Donc on utilise le terme de masse des cellules bêta pour estimer quantitativement le nombre de cellules bêta au niveau des îlots de l'endurance. Donc on parle de nécrose. Alors l'alloxane, c'est aussi une substance qu'on utilise pour initier le diabète. Donc les deux, ils vont détruire les cellules bêta par nécrose. C'est ça qui est important. Donc B-mass reduction, insuffisance en insuline, parce que je vais détruire les cellules bêta par nécrose. Si je vais les détruire par nécrose, je vais avoir une inflammation hépatique. L'inflammation va me détruire davantage la matrice extracellulaire, et quand la matrice extracellulaire est lésée, je n'ai pas de régénération. C'est très important. Je vais avoir insuline insufficiency, donc une insuffisance, une réduction du taux d'insuline, c'est normal, j'aurai moins de cellules bêta, et par conséquent, je vais avoir une hyperglycémie chronique. Et c'est l'hyperglycémie chronique qui va encore me détruire mes cellules bêta. Donc si j'induis un diabète de cette manière-là chez les rats, ils ne vont jamais guérir. Parce que l'insuline a une demi-vie de 6 heures, elle disparaît dans les 3 jours, la streptozotocine, pardon, quand j'injecte, elle disparaît dans les 3 jours, et puis elle n'aura plus d'effet. Mais c'est l'hyperglycémie qui a été occasionnée par cette injection qui va jouer son rôle de destructeur ou destructrice de les cellules bêta. Et c'est comme ça que je vais maintenir le diabète pendant un certain temps chez ces rats. Donc là, c'est pas la peine. Alors,
Quand on a fait ce modèle expérimental, on a gardé des rats, généralement ceux qui avaient une glycémie supérieure à 200 mg par décilitre, ils étaient considérés comme diabétiques. Et là aussi, c'est based on the literature, donc on s'est basé sur la littérature. Donc là, rapidement, le protocole expérimental, on a pris un contrôle formé de rats qui n'étaient pas traités, des rats diabétiques. On a pris deux modèles. Un modèle qui était à jeun, donc fasted, avant de lui injecter la streptozotocine, il n'avait pas mangé pendant 16 heures, et un modèle qui avait mangé, donc il avait une nourriture à 18 ans. Pourquoi on avait ça? Parce que tout simplement, l'année, la fois d'avant, quand on a injecté le NADH chez des rats qui étaient à jeun, et bien ils avaient succombé. Donc on voulait faire un modèle qui était alimenté, un modèle qui était à jeun pour faire la différence. Ils étaient morts, tout simplement. Donc tout ça, c'est pour prévenir justement les effets secondaires, vous allez voir pourquoi, de l'injection du NADH des animaux qui étaient à jeun. Donc on a pris 3 doses de NADH, 150, 300 et 500 mg par kilo. Donc pour le traitement préventif, c'est quoi? Tout simplement 15 minutes avant d'injecter la streptozotocine, qui est la molécule qui va permettre le développement du diabète, on injecte notre dose de NADH. Tout simplement. 15 minutes avant. Okay. On prend notre NADH, on l'injecte par voie intrapéritonéale chez les rats. On a notre contrôle, si vous voulez, diabétique. Ils sont diabétiques, donc ils ont une dose de streptozotocine. Et généralement, c'est pratiquement radical. C'est pratiquement tous les rats qui ont développé le diabète. Hein, parce qu'on a comparé l'alloxane et la streptozotocine. La streptozotocine avait un effet extraordinaire pour carrément tuer rapidement les cellules bêta et provoquer un diabète. Donc le groupe chez lequel donc, le contrôle, si vous voulez, le diabétique qui n'a été injecté que de la streptozotocine, et les autres groupes qui ont été pré-injectés de NADH, 15 minutes avant, et puis après 15 minutes, on leur injecte la streptozotocine. Et là, on avait pris deux groupes. Un qui avait le ventre plat, et l'autre qui était à jeun, tout simplement. Là, vous avez un schéma qui est un peu plus clair, qui va vous permettre de mieux comprendre. Donc, on a l'experimental design, on a les non-fasted, ceux qui ne sont pas à jeun, et ceux qui sont à jeun. On a le groupe commun de diabétiques, contrôle, donc non diabétique, donc c'est le contrôle, c'est les animaux qui sont pas malades. Alors, dans le non-fasted, on a donné la streptozotocine diabétique non-fasted et streptozotocine diabétique fasted. Donc, le premier groupe qui ont développé le diabète qui ont développé le diabète en injectant la streptozotocine, mais qui avaient mangé, on leur a injecté du NADH 15 minutes avant l'injection de streptozotocine, donc 500, 300, 500 mg. On avait 3 groupes différents, tout simplement. Et on a le groupe qui est fasted, qui était à jeun, à qui on a injecté le NADH, et 15 minutes après, on a injecté la streptozotocine, donc toujours 500, 300, 150. La glycémie a été prise systématiquement 72 heures après, parce qu'après 72 heures, bien sûr, on pouvait mettre en évidence le développement du diabète. Donc bien sûr, nous, on l'avait mise, on avait commencé à prendre 24 heures après, ensuite 48 heures, ensuite 72 heures. Hein. Mais là, à partir de 72 heures, on est sûr que ces animaux sont diabétiques. La même chose, donc on a commencé à considérer la glycémie à partir de 72 heures pour tous les groupes. Le sacrifice des animaux a été fait, donc à partir de ce moment, on ne traitait plus les animaux, c'est-à-dire donc une dose unique. Et après, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on prenait tous les 2 jours, on prenait la glycémie de ces animaux pour ne pas trop les stresser. Tous les jours, on prend la glycémie, on a remarqué qu'on les stressait. Alors là, c'est alors vous avez une courbe qui est à peu près, je vais vous expliquer des choses. Vous avez les diabétiques qui ne sont pas à jeun, les diabétiques qui sont à jeun et les non-diabétiques. Alors vous remarquez pour les non-diabétiques, vous avez une glycémie, pardon, alors pour les diabétiques qui ne sont pas à jeun, donc c'est la couleur verte, vous voyez ici, vous avez une glycémie qui est constante. Chez les diabétiques qui sont à jeun, vous avez une glycémie, ce qui nous intéresse c'est le 3e jour, donc qui descend un petit peu vers 270, quelque chose comme ça, et qui est maintenue tout au long de l'expérience. Vous voyez très bien, vous avez des pics
Mais le plus important, bon, vous allez me dire, le jour 7, qu'est-ce qui s'est passé? À ce niveau-là, bon, j'ai préféré laisser ça, parce que comme c'est du direct, tout simplement, c'est du direct. Alors là, on a eu un épisode d'hypoglycémie. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un problème de neige. Hein. Chez nous, on a géré un de la neige, chez nous aussi. Donc on savait à l'avance qu'on ne pouvait pas aller retirer la nourriture chez les animaux. Donc on leur a laissé la nourriture. D'habitude, ils étaient conditionnés à ce qu'on leur retire la nourriture à 6 h du soir. Et on leur redonnait la nourriture très tôt dans la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'on leur a laissé toute la nuit la nourriture, parce qu'on ne pouvait pas venir le lendemain à cause de la neige, ils ont mangé, mais le jour d'après, on a retiré la nourriture, ils s'étaient habitués à manger la nuit. Donc, on les a laissés pratiquement une journée à jeun. C'est ce qui s'est passé, on a eu une hypoglycémie, on avait peur qu'ils meurent, qui était sérieuse, et puis après, c'est remonté normalement, et on a retrouvé notre modèle diabétique. Donc ça, c'est les aléas du direct, tout simplement. La glycémie chez les diabétiques et les non-diabétiques fasted. Donc là, on a pris le modèle chez qui était à jeun 16 heures avant l'injection de streptozotocine. Et là, on remarque qu'avant l'injection, regardez les variations donc, diabétiques non-fasted et les non-diabétiques. Donc vous remarquez que quand ils sont non-fasted, la glycémie est bien supérieure par rapport à ceux qui n'étaient pas fasted. Ce qui est intéressant là, c'est quand vous regardez le modèle, alors les diabétiques non fasted, voilà. Quand vous remarquez très bien, vous remarquez que chez le contrôle de diabétique fasted ou non fasted, la glycémie restait toujours au-delà de 200. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le modèle diabétique. Seulement, au 7e jour, vous remarquez que c'est descendu, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie à jeun, ou le long fasting hypoglycémia. Donc c'est l'hypoglycémie qui est due à un épisode de jeûne chez les gens qui sont du diabète, généralement. Vous allez avoir une hypoglycémie qui va apparaître. Ensuite, vous allez avoir un rétablissement de la glycémie jusqu'à la fin de notre expérience. Mais on remarque là ce que j'ai remarqué, je vais vous dire tout à l'heure. Là, on va faire la courbe des animaux qui étaient à jeun. Donc, vous remarquez très bien, ce qui est très intéressant. On va comparer les 3 doses de NADH. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez bien sûr les animaux qui sont diabétiques. Toujours tenir compte que le 7e jour, il y a eu un accident. Hein. Donc c'est normal qu'elle descende la glycémie et qu'elle remonte après. Mais pour le NADH, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous prenez ce 7e jour, regardez ici, avec la dose 150 et 300 mg, ça n'a pratiquement pas bougé du tout. Vous voyez? Ça veut dire que même cet épisode d'hypoglycémie n'a pas vraiment touché ces animaux parce qu'ils étaient en bonne santé finalement. Vous voyez? Par rapport au contrôle positif, vous voyez ici, où il y a plutôt les diabétiques, où c'est descendu parce qu'il y avait une hypoglycémie sévère. Donc pour le 500, vous avez cette courbe qui monte et qui descend pour que finalement elle rejoigne la normale. Je prends en considération dans ce modèle beaucoup le stress de l'animal. Donc là, quand vous allez observer la courbe histologique tout à l'heure de ces animaux, vous allez voir qu'il y a une grande différence entre le contrôle négatif et bien sûr le diabétique. Et avec bien sûr les animaux qui ont été traités. Pour la glycémie chez les rats qui sont fasted, on appelle donc les rats qui ne sont pas à jeun, donc vous remarquez, avant l'injection, regardez les taux, les différents. Mais on remarque par exemple toujours le diabétique, que ce soit fasted ou non fasted, il est toujours élevé donc au niveau, je prends 3 jours. Hein. Donc le fasted 300, le diabétique, le non diabétique, ok? Donc le diabétique, c'est comme ça. Je prends les 3 doses, ce qui m'intéresse, c'est que les 3 doses ont tendance à descendre. Donc on a une régulation de la glycémie par rapport au contrôle diabétique ou bien par rapport au diabétique, il y a une réaction. Il ne faut pas oublier, ce qu'il faut lire à ce niveau-là, c'est qu'on a détruit toutes les cellules pancréatiques. En donnant de la streptozotocine sérum, on a détruit toutes les cellules pancréatiques. Et en donnant un traitement au NADH avant, on a évité justement que les cellules ne soient détruites. Parce que remarquez combien on a détruit. Regardez ici. Vous voyez?
C'est extraordinaire. Mais regardez le tout, comment on a protégé ces cellules à ce niveau. Bon, là, il y a des courbes aussi dans les non-fastes, chez les rats qui ont reçu à manger. Bon, maintenant aussi, il y a eu un résultat. Vous allez voir qu'on a fait ce groupe tout simplement pour voir si ces animaux développaient le diabète, même en ayant l'estomac plein. Parce qu'il y a eu des recherches qui sont faites dans ce sens, qui disaient qu'on ne pouvait pas développer le diabète chez des animaux avec la streptozotocine, chez des animaux qui avaient l'estomac plein, qui n'étaient pas à jeun, parce que la streptozotocine, elle allait emprunter le même chemin que le glucose pour entrer dans la cellule. Donc le GLUT2 qu'on a vu tout à l'heure, et puis il y aura un effet compétitif. C'est pour ça qu'il y aura moins de streptozotocine qui va rentrer au niveau de la cellule. Donc au lieu d'avoir 45 mg de streptozotocine, il y aura peut-être 35 mg de streptozotocine qui va rentrer au niveau cellulaire. La même chose pour les veaux, on remarque qu'il y a un effet hypoglycémiant de ce NADH. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que cet effet hypoglycémiant du NADH est en relation avec un changement de la structure au niveau du pancréas. C'est très important. Donc là, on a fait des coupes histologiques après 21 jours pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc là, vous avez le diabétique, plutôt le contrôle non diabétique en jaune, donc les animaux qui ne sont pas malades. Remarquez ici, vous avez un pancréas, et vous avez là le pancréas endocrine qui est formé d'îlots de Langerhans, c'est ce qu'on appelle les îlots de Langerhans, donc c'est la portion qui est formée de alpha qui vont synthétiser du glucagon et de l'insuline, donc vous avez plusieurs types de cellules. Là c'est un agrandissement, vous remarquez que vous n'avez pas beaucoup d'îlots, on ne va pas avoir des îlots, plein d'îlots, mais c'est des îlots qui ont un aspect qui sont en bonne santé, et des cellules, donc des îlots qui produisent de l'insuline. Donc il faut remarquer que ces animaux-là n'ont pas été traités du tout. Des animaux normaux dans la glycémie, tout à fait normal. Alors là, on a fait aussi l'immunohistochimie chez ce même contrôle, et on a remarqué voilà comment on observe ces îlots-là. Voilà. Donc on a mis en évidence ces cellules bêta, on les a mises en évidence par l'immunohistochimie, donc c'est un anticorps, pour mettre en évidence les cellules bêta, et on voit que c'est des îlots qui sont riches en cellules bêta. Maintenant, le contrôle diabétique. Ce qui est extraordinaire, ben là, remarquez, regardez comment ils sont là. On n'a pratiquement pas d'îlots, quand vous remarquez. Alors regardez ici, on va comparer tout à l'heure. Vous avez des îlots qui sont, très peu d'îlots qui sont apoptotiques. À ce niveau-là, je dis apoptotiques qui ne sont pas apoptotiques, mais en tout cas, c'est carrément des très petits îlots qui ne devraient pas être fonctionnels à ce niveau-là. Alors regardez ici leur aspect, et je ne vois pas de philo, c'est désertique. Ça c'est le contrôle diabétique. Regardez là, le contrôle diabétique fasted, bien sûr, c'est le meilleur contrôle. Vous voyez très des petits points, là ça veut dire qu'il y a quelques cellules ici. Regardez, il n'y a pratiquement rien, vous voyez. J'ai agrandi la photo là, vous voyez, regardez, il n'y a pas d'îlot, il n'y a rien de tout. Là, on a un petit peu agrandi pour voir l'aspect. Regardez, quelques cellules bêta un petit peu dispersées qui ne sont pas dans un bon état. Bon, là, je ne peux pas dire grand-chose parce que, bien sûr, on ne peut pas se prononcer comme ça pour dire ah, c'est quel type de cellules bêta, parce qu'il y a plusieurs sous-types de cellules bêta. Donc là, on rentre dans un autre volet. Et là, on va comparer le contrôle diabétique, regardez, comme on a vu tout à l'heure, et là, juste après avoir donné 150 mg de NADH, la plus faible dose. 150, on a des îlots en très bon état, regardez ici, 1, 2, donc 3, là vous avez un point, regardez. On va voir avec les autres doses. Bon, là, c'est un agrandissement pour montrer le nombre de cellules bêta activées à ce niveau-là. Alors, tout à l'heure, elles étaient complètement dispersées à un petit peu au niveau de cet îlot de Langerhans. Les diabétiques, fasted contrôle ou les diabétiques avec, en les comparant avec 300 mg, regardez la différence. 300 mg, vous avez plein d'îlots. Vous voyez? Ça veut dire qu'on a injecté 300 mg, ensuite on a injecté la streptozotocine. Elle aurait pu tout détruire. Donc il y a eu une protection.
il n'y a pas seulement eu une protection, il y a eu une régénération. Regardez, on a un petit peu agrandi, des îlots ici. On a comparé, justement, pour vous montrer une photo alchimique et une photo immunohistochimique. Un îlot ici, un grand îlot. Alors, à chaque fois que j'observe ces grands îlots, c'est qu'il y a un espoir. Hein. Ça veut dire que c'est des cellules, des îlots extraordinaires. Vous avez un ici, un ici, un ici, un ici. 300 mg, c'est déjà une très bonne, un très bon résultat. Avec 500, vous allez avoir plus, mais vous avez remarqué qu'avec le contrôle non diabétique, on n'avait pas beaucoup d'îlots. On n'a pas besoin d'avoir des îlots, beaucoup d'îlots pour avoir une bonne fonction concrète. Là, avec le 500 mg, vous avez bien sûr beaucoup d'îlots. Et là, en considérant, hein, parce que dans les conditions dans lesquelles on travaillait, il y a un risque de petite oxydation de NADH qu'on a dit. Parce que là, ça veut dire que NADH, quand il n'est pas oxydé, il va encore agir 1000 fois mieux que ça. Voilà, on va comparer 500, les détails des îlots de l'endurance, parce que ça va s'attarder, en bonne santé, l'immunohistochimie, pour voir en détail ces îlots de l'endurance. Voilà, on a agrandi pour que vous ayez un meilleur aperçu. Le non-fasted group, on a eu de meilleurs résultats, c'est normal, hein, parce qu'à la base, le contrôle diabétique, vous avez le diabétique et vous avez le treat avec 150. Déjà dans le diabétique, vous remarquez qu'on a préservé quelques îlots. Donc on a fait un bon, pour le fasted, on a fait pratiquement un bon modèle de diabète de type 2. On n'a pas vraiment détruit beaucoup d'îlots de l'endurance, vous voyez? Parce qu'on a protégé avec le NADH. Donc là, pour de prochaines expériences, je travaillerai avec les animaux à jeun de préférence. Okay, ça c'est juste pour savoir. Et là quand même, malgré tout, on avait quelques îlots, pas une destruction totale comme tout à l'heure avec le fasted, mais on a eu une régénération aussi qui est conséquente, avec 150 mg de NADH, avec 500 mg, vous en doutez, ça devait être encore plus. Voilà, les comparaisons entre le diabétique et le NADH treated, c'est toujours, ça saute aux yeux. Il y a une régénération qui s'est opérée avec des îlots en très bonne santé. 500 mg, regardez, d'îlots qui n'existaient pas auparavant, pratiquement très peu d'îlots de l'endurance. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On a parlé d'énergie au départ. Hein. On a dit que ce NADH va donner suffisamment d'énergie. Mais la question qui se pose, comment est-ce qu'il va faire? Il va donner de l'énergie. Alors, ce qui s'est passé au départ, quand on a injecté les animaux avec le NADH, ils souffrent d'une hypoglycémie rapide, surtout quand ils sont à jeun. Donc, ils risquent de mourir quand ils sont à jeun depuis plus de 16 heures. Ce qui s'est passé la première fois. Donc, ils meurent, parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure, dans la libération de l'insuline, dès que j'injecte de l'énergie, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir libération de calcium. Et le calcium va permettre la libération du stock d'insuline qui est à l'intérieur, ça va donner l'effet hypoglycémiant. La streptozotocine a aussi un effet hypoglycémiant, donc également de détruire la cellule. Vous allez avoir un taux d'insuline qui va sortir de cette fameuse insuline et qui va encore baisser la glycémie. Je vais avoir un effet synergique des deux, hypoglycémiant, ce qui fait qu'on a pris nos précautions cette fois-ci. C'est pour ça que j'ai fait le modèle FED, au non-fasted et fasted pour comparer justement. C'était dû à quoi, mais on est arrivé à la conclusion que c'était dû au fait que le NADH avait un effet direct sur la libération de calcium. Mais aussi, comment expliquer que le NADH avait un effet protecteur finalement? Pourquoi est-ce qu'il y a eu, ce qui est important, cette régénération? On peut se poser la question, on observe dans les cas de diabète de type 2, quand on a une hyperglycémie qui est transitoire, qui rejoint la non-hyperglycémie, on va avoir une hyperplasie des cellules bêta qui s'observent les premières phases du diabète de type 2. Mais nous, on n'est pas dans ce cas. Parce que dans la première phase du diabète de type 2, on n'a pas de destruction des cellules bêta. Je pourrais dire, cette multiplication, cette réplication des cellules bêta, c'est faite à la suite de la destruction de ces cellules bêta par la streptozotocine. On a vu que dès qu'on injecte la streptozotocine, il n'y a rien à faire. Hein. Ce n'est pas le NADH qui va protéger directement. Il va pas former comme un shield pour préserver ces cellules bêta. Il y a un effet. C'est quoi cet effet? Eh bien, on s'est rendu compte que
le NADH, il va produire de l'énergie, il va donner de l'énergie. Comment? Pourquoi est-ce qu'il va intervenir? On sait qu'il va intervenir directement dans cette régénération. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas éviter la mort de ces cellules bêta. La streptocytosine va détruire le noyau. Donc, la PARP va être hyperactivée. Si la PARP est activée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va consommer de l'énergie. Le NADH va consommer, va éviter justement qu'il y ait une déplétion en énergie totale. Et s'il y a une déplétion en énergie, il va shift death from necrosis to apoptosis. You said it before. Okay? Donc, il cède, au lieu d'avoir une nécrose, je vais avoir de l'apoptose au niveau pancréatique. Les cellules vont mourir dans tous les cas. Mais au lieu de mourir par nécrose, elles vont mourir par apoptose. Vous allez me dire, mais dans tous les cas, on n'aura plus de cellules bêta. Mais non. D'après les recherches actuelles, ben on a remarqué, il y a régénération pancréatique seulement dans les cas où les cellules mourraient par apoptose. Si elles mouraient par nécrose, on n'a pas de régénération de ces cellules bêta. La régénération a des règles. Pour avoir une régénération chez des organes qui se régénèrent, il faut avoir une intégrité, une bonne intégrité de la membrane, de la matrice extracellulaire. Le maintien de l'intégrité de la matrice extracellulaire est très important pour avoir une régénération tissulaire. Et c'est là où on a pensé justement alors, considering that in the present state, convincing results have been observed among the group with the lowest doses, 150, 150, 300 mg per kilo, this may possible in the future the elaboration of therapeutic doses in short preventive and therapeutic treatment. Donc, on a remarqué qu'avec 300 mg, on a eu un résultat. Avec 150, on a eu un résultat. Alors que 500 mg, c'est une dose qui, par exemple, ils utilisent de la nicotinamide qui est un PARP inhibitor, c'est le vitamine B3, mais à 500 mg, c'est une dose extraordinaire. Alors que le NADH avec une dose très faible, et si on arrive à optimiser son utilisation, c'est-à-dire ne pas, parce que je suis sûre qu'il s'est oxydé, on ne peut pas éviter qu'il s'oxyde avec sa manipulation. Donc la vraie dose de NADH, c'est encore des doses plus faibles. C'est ça qui est révolutionnaire, parce que finalement, ça reste un médicament, et on évite de trop donner de médicaments. Maintenant, pourquoi le NADH est un PARP inhibitor finalement? On a pensé que le NADH était un PARP inhibitor. Oui, le NADH est un PARP inhibitor. Parce que le NADH inhibition will shift the cell death process from imminent necrosis to an apoptosis. Indeed, according to recent revealing research, beta cell apoptosis, unlike necrosis, leads to regeneration and significant increase of pancreatic beta cell mass. PARP1 inhibition will avoid antiplast depletion, preventing cell death by necrosis, inflammation, hyperdegeneration, and tissue repair, as well as beta cell dysfunction and the loss of function. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à reverse the clock, c'est-à-dire au lieu d'avoir une mort par nécrose, où on va avoir de l'inflammation secondaire, une destruction de la matrice extracellulaire et une régénération avortée, on va plutôt orienter vers une apoptose, une mort propre, bien sûr, mais l'apoptose demande de l'énergie. Donc, il faut lui apporter de l'énergie nécessaire et puis pour permettre une régénération probable, je dirais même sûre de ces cellules bêta pour nous permettre de restaurer la masse de ces cellules bêta et éviter justement d'autres traitements. Parce que bien sûr, vous allez me dire, on va restaurer ça, et puis après, bien sûr, il faut faire un régime alimentaire, il faut avoir une hygiène de vie et tout ça pour éviter de retomber dans le même problème. Parce que les habitudes, ça ne se change pas facilement. Et bien sûr, ça serait intéressant de donner, on a donné une dose préventive, mais ça serait intéressant de donner d'autres doses juste après l'injection de streptococcus pour voir l'effet, à quel niveau. Parce que le NADH, il va agir au niveau de la NADH chaton, il va restaurer l'ATP nécessaire, il va avoir d'autres actions, il peut me restaurer encore mieux mon pancréas. Et ça va être dans les travaux ultérieurs. Alors, je remercie le professeur Birkmeier pour avoir cru en moi, pour m'avoir permis de faire ce travail. Thank you for everything, Professor Birkmeier. And Mr. Woodcliffe, who allowed us to make immunohistochemistry at the University College of London. And my students, master students, who made possible this work
Bhutan, we have done this work, Mrs. Bahria, Latif Simani, and Mr. July. Thank you very much for your attention.